Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voyager. Nous allons voyager dans le temps et nous allons aller au XVIIIe siècle à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Aliette, qui s'est donné pour nom Éteilla, donc c'est l'anagramme d'Aliette. C'est un monsieur donc qui est né en 1738, qui est mort en 1791. Donc vous voyez qu'il a vécu sous la monarchie, donc la fin de la monarchie, Louis XV, Louis XVI, et le passage à la Révolution française. Alors, c'est quelqu'un qui a travaillé et qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup inspiré de Courte de Géblin, qui est le premier en fait à avoir écrit des choses sur le tarot et à le rapprocher de comment dire, de l'occultisme en fait, de lier le tarot, c'est le premier à lier le tarot avec les sciences occultes. Courte de Géblin, c'était un franc-maçon. Dans le tarot, il a reconnu en fait un soi-disant livre de Thoth, donc un écrit de Thoth, et donc des mystères de Thoth, qui sont liés à l'Égypte. Alors pendant cette période-là, il y a une sorte de romantisme égyptophile, c'est-à-dire que l'Égypte est à la mode, et en plus, il y a une relation assez étroite entre l'Égypte et puis tous les mouvements francs-maçons et ésotériques. Donc ils vont s'intéresser à l'Égypte. Et ce qu'il faut savoir aussi, et qui est très très important pour comprendre ce qui se passait à cette époque, c'est que les hiéroglyphes n'avaient pas encore été décryptés. Champollion, en fait, il va commencer à décrypter les premiers cartouches royaux en 1821. Donc, on va dire 30 ans après la mort 30 ans après la mort d'Aliette. Voilà, et c'est qu'en 1824 qu'on va avoir la rédaction par Champollion d'un précis hiéroglyphique des anciens Égyptiens. J'ai un petit peu du mal à parler parce que je sors d'une laryngite et que j'ai le nez bouché. Je m'en excuse. Donc voilà, alors il faut se mettre vraiment dans la peau des gens de cette époque, on va dire des personnes qui sont intéressées par les sciences occultes. Ils ont toute cette admiration, cette fascination pour l'Égypte, mais sans avoir la compréhension de ce qui est écrit sur les hiéroglyphes. Donc ils vont aller voir les pyramides, ils vont découvrir les tombes, etc. Et ils vont voir toutes ces écritures et toutes ces choses fabuleuses de l'Égypte sans avoir la compréhension de ce qui est écrit. Donc il y a une sorte aussi de... Alors, je ne sais pas si les historiens le diraient comme ça, mais moi je dirais une sorte de fantasme vis-à-vis de l'Égypte qui est assez incroyable. Et on les comprend, parce que l'Égypte continue à fasciner malgré tout ce qu'on sait, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette civilisation. Donc voilà. Alors, suite à la lecture de Courte de Géblin, qui donc rapproche le tarot du livre de Thoth, Éteilla décide donc de faire sa propre interprétation en fait du tarot. Il va partir du tarot de Marseille et vous allez voir, il va faire énormément de changements. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc en fait, oui, avec Courte de Géblin, on peut dire que Éteilla est le père et le fondateur de la divination par le tarot. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est important de le redire, c'est important de le savoir. C'est lui qui a introduit la divination à partir des cartes de tarot. Et autre chose que je n'avais pas dite, c'est un monsieur assez mystérieux aussi, parce que donc on a ses écrits, mais on ne sait pas trop quel métier il faisait. Apparemment, il était peut-être perruquier, peut-être coiffeur. Il y a des francs-maçons qui l'aimaient pas trop, qui avaient dit qu'il était coiffeur, un culte, qui ne savait pas écrire le français. Et lui dit qu'il était professeur d'algèbre. Voilà. Donc il y a tout un tas de mystères aussi autour de ce personnage. Alors, donc, il va publier des cahiers avec des gravures, et un cahier par carte. Et c'est ces gravures-là que l'on va retrouver dans le premier tarot égyptien qui s'appelle le Grand Éteilla, dont est issu, qui a servi de base pour faire celui-ci, et qui a été publié
première moitié du 19e siècle, donc après sa mort. Les jeux qu'on peut voir en fait, même ça c'est un facsimilé, c'est aussi donc un jeu qui est appelé Eteia. Ce ne sont pas des jeux qui ont été publiés de son vivant, ce sont des jeux publiés après sa mort. Alors celui-ci, qui n'est pas tout à fait juste, hein, je vais vous le montrer dans mon petit livre. Voilà, il était sous cette forme-là. Le premier qui est sorti. Alors je vais vous sortir la carte correspondante dans ce jeu-là. C'est la carte 12. Donc là, on a voilà, la prudence. Alors vous voyez qu'ici, on retrouve l'illustration, donc l'illustration qu'il y avait dans le cahier d'Eteia. Par contre, on a bien prudence, on a bien le numéro, on a bien la référence astrologique. Par contre, là, on a une signification à l'envers avec aussi une traduction en anglais. Donc voilà, disons que celui-là c'est une inspiration. Il a été inspiré par, mais c'est pas tout à fait le même. Mais c'est celui qui est le plus proche. Et puis ensuite, le deuxième que j'ai, donc il a sorti, enfin il y a pas mal de jeux qui ont été, qui portent son nom. Hein, il y a un petit oracle des dames, il y a une nouvelle Eteia. Donc ça c'est dans mon super livre que m'avait conseillé un ami tarot, jeux et magique que je peux. Donc du coup je peux vous montrer. Donc il en a fait plusieurs. Alors avec mon trépied c'est pas facile de vous montrer. Vous voyez il y en a qui étaient inspirés de l'Égypte. Et puis donc le dernier, celui-ci, qui est un facsimilé. Donc vous voyez il a cette couleur un peu sombre des cartes qui ont été, on va dire, copiées. Alors celui-ci, c'est le grand jeu de l'oracle des dames. Et celui-ci, il a été publié, le grand jeu de l'oracle des dames, en 1890. Donc vous voyez, fin du 19e siècle, par un éditeur qui s'appelle Delarue, et il a été dessiné par une personne qui a en fait revu ce qu'avait fait Eteia. Il y a des choses qu'il trouvait incompréhensibles, donc il a fait des modifications à partir de ce jeu-là. Donc vous voyez, on avait le tarot de Marseille qui a inspiré Aliette, et ça a donné, on va dire, un jeu qui ressemble à celui-là, et quelqu'un s'est inspiré aussi de ce tarot-là pour faire le grand jeu de l'oracle des dames. Mais là, on retrouve certaines choses d'Eteia, mais pas tout. Voilà. Et donc là, les modifications n'étaient pas du fait d'Eteia. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça pour que vous voyez les différences. Donc, bien que celui-ci ait l'air plus vieux que celui-là, c'est celui-là qui est, on va dire, le plus récent, le plus vieux. Et puis, c'est celui qui porte le plus l'influence d'Eteia. Donc, je vous le redis, ce jeu, il a été fait pour faire de la divination. Voilà, donc après on a certaines règles qui viennent avec les jeux. Hop, je vais vous les montrer. Donc voilà, on a des règles. Alors là c'est une règle, on n'a pas de référence, je ne sais pas d'où sortent les informations. Ici par contre, l'éditeur dit qu'il y a plusieurs méthodes pour formuler un oracle à partir du tarot égyptien. Donc il y a celle de Mademoiselle le Marchand. Alors, c'est marrant, ça ressemble à Mademoiselle le Normand. Attendez, je vais faire la netteté. Voilà, dont une ne manque pas de pittoresque par son côté récréatif. Celle de la Sibylle française, elle, Normand, dans son ouvrage La véritable cartomancie. Et puis là, donc, ils ont utilisé un ouvrage édité en 1850 par Julia Orsini. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont reproduit. Alors, on va regarder un peu les cartes. Alors, la particularité de ces cartes, c'est qu'elles ne sont pas du tout... il a complètement remanié l'ordre.
Donc on n'a pas, comment dire, on n'a pas le fou, le magicien, etc. On commence par la première carte qui est la carte du consultant. Alors ce qui est aussi, et c'est bien qu'on commence par cette carte-là, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a un certain nombre de cartes qui ont été remplacées, puisqu'on était après la Révolution française, donc le pape, la papesse, l'empereur et l'impératrice ont été remplacés par le questionnant, la questionnante, donc là c'est le questionnant, la carte 1, et puis 2 cartes de la création du monde. Dans ce jeu-là, on va avoir des références au niveau de plusieurs choses. Au niveau des associations astrologiques, donc ici on le voit, mais ici on l'a dans le petit livret. Donc on a des associations astrologiques. On va avoir la création du monde, vous allez voir sur certaines cartes, voilà. On a la création du monde, on a des liens aussi avec des éléments, avec les quatre éléments, et puis ce sont des cartes qui sont faites pour être lues droite ou inversée. Donc on a une signification qui est écrite, donc là par exemple idéal, et ici sagesse. Voilà. Alors, donc voyez ici qu'on a eu une modification. La carte qui s'appelait l'idéal, on a ici le chaos. Par contre, on retrouve le questionnant en bas. Voilà. Après, donc, on a éclaircissement avec la première carte de création. On retrouve ici, donc pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les 21 premières cartes correspondent aux 21 arcanes majeures. Voilà. Alors, éclaircissement, donc là, on a l'équivalent du soleil. Ici, on retrouve l'influence du tarot de Marseille, ici moins. Donc, ce que je trouve assez sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on voit que lorsqu'on a commencé à utiliser le tarot de Marseille comme un outil divinatoire, on a changé le tarot, on est passé, enfin la personne qui a initié ça a créé son propre tarot. Donc on était bien dans la mouvance même d'aujourd'hui où chacun regarde le tarot de Marseille et se fait une interprétation personnelle en fonction de sa culture, en fonction de son histoire, en fonction aussi de son époque. Alors, là on est au 3e jour de la création et on a la lune. Vous voyez que on retrouve la carte du Marseille, alors que là pas du tout, on a les plantes. Donc je ne sais pas pourquoi l'auteur a fait ce changement. Et 3e jour de la création. 2e jour de la création, là on a le dépouillement, 4. Donc on a vous voyez, révélation, manière d'être, et un lien avec le cancer. Et ici on a le 4 qui correspond à l'étoile. Ici on reconnaît la carte du monde. 6e jour de création. Donc là vous voyez, on ne suit pas les jours de création. Et vous voyez à chaque fois la correspondance astrologique. Voilà. Alors ici, on a la carte 6. Donc c'est une carte qui a été rajoutée, donc qui remplace une des 4 cartes qui, on va dire, indésirable après la Révolution. Et c'est la carte, donc la 4e carte. Et on a ici la nuit, les astres, et là les secrets. Alors, le 7, l'appui, le support, pareil, c'est une carte, une des cartes modifiées. Enfin, elles ont toutes été modifiées, mais beaucoup modifiées. La carte 8 aussi, on a la ténacité. Donc le 9, voilà, là on retrouve bien la justice. Attendez, je vais faire voilà, pour bien que vous voyez toutes les cartes. Ici, donc, la carte de la tempérance, la force, la prudence. Donc, on retrouve les vertus, en fait. Hein. Il a mis en valeur, en fait, les vertus. La 13, le mariage, c'est les amoureux. 14, le diable. 15, les chagrins. La maladie, pas très sympa, c'est le battleur en fait, cette carte-là. Vous voyez, on reconnaît d'ailleurs
dans les deux cartes, le magicien en fait. Hein. Alors, ici on a le jugement. Là, c'est la mort. Là, on a une mort très, très égyptienne. Alors, 18. La fausseté, le traître, et ça correspond à l'ermite. Et on a le faux dévot. Et on a un capucin. La misère, c'est la tour. La roue de fortune. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui ressemble un peu à une roue de fortune marseillaise. Ici un peu, mais on a plus Fortuna avec voilà, le fait qu'elle est aveugle. La roue de fortune aveugle. Alors, ensuite, la 21, la dissension, donc c'est le chariot. Voilà. Puis après, on commence avec les bâtons. J'ai trouvé intéressant, alors que celle-ci est plus vieille, mais on est revenu sur on va dire la signification peut-être des bâtons à l'origine. Les bâtons, c'était les 4 suites pouvaient correspondre, on peut les rapprocher en fait des 4 classes de la société. Et donc là, on a les gens à la campagne, on a les paysans, alors que là, on l'a pas. Donc vous voyez, on a eu une adaptation après qui n'est pas du fait d'Aliette, mais qui revient un peu aux origines. Voilà pour les bâtons. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous montrer, mais chaque fois on a un mot-clé envers endroit. Et avec des personnages. Pardon. Donc ensuite, on va avoir les majeurs. Alors, ce qu'avait fait Aliette à l'origine, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose en 2 parties, avec donc une réorganisation, vous voyez là, des bâtons, et ici aussi quelque chose des symboles. La partie jaune, elle n'est pas remplie pour toutes les suites. Et là, donc, l'auteur, je redis qu'il n'est pas Aliette, a fait sa petite sauce à lui. Il a remis les bâtons comme il le voulait. Et on voit aussi que toute la décoration externe, ça rappelle les tentures du Second Empire. Hop. Par contre, vous voyez, les mots-clés ont été, là, ils ont été conservés. Pas partout. Là, infortune, bon, traverse. Après, c'est des mots en ancien français, donc il faut savoir retrouver leur signification. Alors, celui-là est très très joli, je trouve, plus décoratif, mais celui-là est plus proche de ce qu'Aliette voulait faire. Voilà, donc ensuite on a les coupes, avec ici la probité, l'homme blond, voilà, le roi de coupe, femme blonde. Et hop, on repart sur les coupes, avec des arrangements qui sont différents. Hein. Donc les blonds, là la blondeur a été associée à la sincérité. L'héritage, l'ennui, la réussite. Alors probablement que la Golden Dawn aussi s'est inspirée de ce qui a été fait précédemment. Hop, l'homme de robe, croix d'épée. On a on retrouve la dame d'épée, la tristesse qu'on a aussi dans le Rider-Waite, où on a la reine d'épée qui est une femme triste, une femme veuve, une veuve qui connaît les travers de la suite d'épée qui est guerrière. Voilà, là, le militaire, l'espion, les pleurs, le célibat, les critiques, l'espérance.
si on étend énormément toutes les significations, on arrive en fait à avoir une certaine, comment dire, des choses qui peuvent être, comment dire, liées avec les autres interprétations du tarot qu'on peut voir par la Golden Dawn ou même de la signification des nombres. Mais parfois on voit des choses on a l'impression que les significations sont inverses. Voilà, alors après, hop, on a des choses, donc je sais pas, là, pourquoi est-ce que ici le signe du lion est inversé, alors qu'ici on l'a droit. Voilà, l'argent. L'amant, le cadeau. Joie profonde. Et puis donc la dernière carte, la carte 78, c'est la carte du fou. Carte du fou qui, à nouveau, ici, dans ce jeu-là, est beaucoup plus proche du tarot de Marseille que dans celui-là. On retrouve le petit baluchon, bon là, on sent bien l'influence africaine avec, je sais pas, on dirait peut-être une hyène, voilà, avec la folie et l'égarement. Donc plutôt les côtés, comment dire, les mauvais côtés du fou. Voilà, alors ensuite, si jamais ce jeu vous intéresse, je vais quand même vous montrer les guides. Donc tous les guides sont orientés divination pure. Donc moi, vous savez que je ne fais pas de divination pure. Je ne crois pas que ça ait un sens. Moi, j'utilise les cartes pour discuter avec on va dire, le mystérieux, le divin, et pas pour prévoir l'avenir, parce que je pense que l'avenir, c'est quelque chose qui est mouvant et qui n'est pas fixé, pas gravé dans le marbre. Voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les livres, d'abord, il y a les explications, donc les liens avec les signes, par exemple, là, les liens avec les signes du zodiaque, les liens avec les jours de la création et avec les éléments. Et puis, on voit ici les figures. Et puis en fait toute sa technique avec certains tirages. Alors pour l'instant, je ne me suis pas réapproprié les tirages, mais j'ai vu qu'il y en a certains qui peuvent être assez sympas à faire en les modifiant un petit peu. Ça peut être des choses assez intéressantes. C'est des tirages avec beaucoup de cartes. Et dans la signification des cartes, on a par exemple ici, quand la carte est isolée, si elle est droite, si elle est renversée, si elle est à côté d'une autre carte, il y a des significations qui sont différentes. Donc à utiliser telle quelle pour faire de la divination pure, c'est quand même assez alambiqué, et puis on n'arrive pas, enfin il faut quand même pas mal extrapoler pour réussir à avoir quelque chose qui tient un peu la route. Voilà. Et donc dans ce jeu-là, on a une partie en anglais, enfin la moitié en anglais, la moitié en français. Dans celui-là, des éditions du Cerf, c'est la même chose. On a les numéros des cartes. Alors je préfère celui-ci, je le trouve mieux fait, sauf qu'on a le français et l'anglais juste à côté. Donc c'est un peu... bon, voilà. Après, c'est pareil, il y a des méthodes avec beaucoup de cartes. Voilà, là c'est avec 35 cartes, avec droit renversé, les significations, les observations, et puis l'explication. Donc pour toutes les cartes, on a un peu plus de détails. Hop. Voilà, avec les explications et les particularités des significations quand c'est à côté d'une autre carte particulière. Bon, c'est pas des significations que je vais utiliser telles quelles, hein, puisque c'est de la divination pure et que moi, ça me parle pas. Voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu voyager.
Et puis des jolis jeux, je trouve. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!